Bienvenue à tous sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire qui se raconte sans se la raconter. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ou à tous les autres qui me suivent et qui sont fidèles, qui ont rejoint cette chaîne. Merci pour vos encouragements, je les ai notés. Merci aussi pour la confiance que vous me faites. N'hésitez pas à me poser des questions, je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la construction européenne. Alors, l'idée d'une Europe n'est pas récente comme on peut l'imaginer. Elle date de très longtemps, alors on ne va pas remonter très longtemps, mais un simple exemple. Au XVe siècle, le roi de Bohême propose au roi Louis XI et à d'autres chefs d'État de créer une justice commune, une monnaie commune. Bon, c'est sûr que les États sont en pleine construction et n'ont pas du tout envie de renoncer à leur souveraineté. Au XIXe siècle, le grand écrivain, Victor Hugo, parle des États-Unis d'Europe. Il est certain que la guerre franco-allemande a laissé des traces dans les deux pays. Plus tard, la Première Guerre mondiale, il n'est plus question de parler d'Union européenne, quand entre les deux guerres, la montée des fascismes empêche toute collaboration entre les États pour faire une Europe démocratique. Mais regardez, à l'image de Berlin en 1945, et je crois que ça a été le déclic. Certains grands Européens, qu'on va appeler les pères fondateurs de l'Europe, que sont l'Italien de Gasperi, le Luxembourgeois Beck, l'Allemand Adenauer, et surtout le Belge Jean Monnet et Robert Schuman, qui vont décider de construire une sorte d'Union européenne. Alors, leur idée, elle est simple. Si certains pays, notamment les moteurs que sont la France et l'Allemagne, ne se battent plus et sont unis dans un but commun, il n'y aura plus de guerre, du moins dans l'Europe de l'Ouest. Enfin, il s'agit aussi de proposer une reconstruction économique pour tous les États sur un même plan, et enfin de parler d'égal à égal entre l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Je vous rappelle que nous sommes en pleine guerre froide. Donc il s'agit d'être des interlocuteurs qui peuvent peser dans les relations internationales. Alors, le traité de Paris de 1950 consacre effectivement cet engagement européen. Alors c'est la CECA, c'est-à-dire la Communauté économique du charbon et de l'acier. Mais dans l'idée des pères fondateurs, notamment de Robert Schuman, il ne s'agissait pas de proposer tout de go aux États de renoncer à leur monnaie, à leur loi commune, d'élire un Parlement au suffrage universel, voire un président des États-Unis d'Europe. Non, tous les pays sortaient de la guerre, étaient fragilisés, étaient méfiants. Non, il s'agissait simplement de construire une Europe petit à petit. Et je vous laisse regarder le discours de Robert Schuman. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Alors, cette idée d'Europe, effectivement, j'y reviens, ça va être la CECA, auquel vont adhérer la France et l'Allemagne, et plus tard sera rejointe par l'Italie et le Benelux. Enfin, les pères fondateurs vont pousser plus loin et vont proposer, par le traité de Rome de mars 1957 aux États, de créer ce qu'on appelle la CE, la Communauté économique du charbon et de l'acier, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des biens. Ça, c'est un premier point. Mais je vous dis, les pères fondateurs avaient toujours une vision d'avenir. Alors, cette Union européenne, effectivement, va être un assemblage singulier. D'abord, on passe de 1965 du Parlement européen à un Parlement européen élu en 79 au suffrage universel et avec effectivement comme chef ou comme leader ou comme figure charismatique Simone Veil, première présidente du Parlement européen. Ensuite, cela va se poursuivre. En février 1992, par le traité de Maastricht, on va beaucoup plus loin. Entre-temps, certains États ont rejoint
la communauté économique européenne. Je pense notamment en 1986, à l'Espagne et au Portugal. Alors, le traité de Maastricht de 92 est un jalon de plus. Qu'est-ce qu'il donne, ce traité de Maastricht? Il met en place, déjà, euh, une devise, unie dans la diversité. Il propose un drapeau, je reviendrai sur l'idée du drapeau, un hymne, l'hymne à la joie de Beethoven. Enfin, une journée de l'Europe, le 9 mai. Remarquez la concomitance. 9 mai, journée de l'Europe, le 8 mai, cessation des hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, d'un côté la destruction, de l'autre l'espoir. Et enfin, une citoyenneté européenne, c'est-à-dire que la plupart des États membres, dont les ressortissants sont à la fois citoyens de leur pays et en même temps citoyens européens, avec une libre circulation. Alors, je pense que le mieux, c'est le programme Erasmus, qui fait que la jeunesse peut actuellement aller étudier dans tous les pays de l'Union européenne. La CE, par le traité de Maastricht, est devenue l'Union européenne, et que leurs diplômes sont reconnus à la fois dans le pays dans lequel ils ont passé leur diplôme et dans leur pays d'origine. C'est une grande avancée démocratique et en même temps une reconnaissance des diplômes que les jeunes peuvent passer dans différents pays. Alors, sur le drapeau européen, on pense toujours à tort que les étoiles symbolisent le nombre d'États, ce qui est faux. Il y a 27 États, il n'y a pas 27 étoiles dans le drapeau européen. Non, tout simplement, les pères fondateurs appartenaient à un parti politique qui s'appelait les démocrates chrétiens. Ils ont donc repris les étoiles qui nimbaient la tête de la Sainte Vierge pour en faire un symbole. Par contre, cette Europe va être confrontée à de nouveaux défis. Ici, déjà, le nombre. Comment faire accorder à la fois des Polonais, à la fois des Hongrois, à la fois des Français? Pourquoi? Parce que ce nombre a été de plus en plus important du fait de la chute du mur de Berlin et de la chute du communisme en 91. Les pays anciennement communistes ont voulu adhérer à l'Union européenne parce que pour eux, ça représentait un facteur d'avenir. Alors, certains pays vont continuer à vouloir appartenir à l'Europe. La Turquie a fait une demande d'adhésion, la Macédoine, le Monténégro. Mais à un moment donné, jusqu'où peut aller l'Europe? Et c'est vraiment les défis de l'Europe. Doit-on accepter tout le monde? Jusqu'où peut-on s'étendre? Et puis il y a aussi des règles de démocratie, d'équilibre des finances publiques à respecter que la plupart des pays, de ceux qui veulent adhérer, ne respectent pas. Dans l'urgence aussi, peut-être l'Ukraine. L'idée se fait jour. Et puis, certains vont dire qu'ils ne veulent pas être associés dans une Union européenne, mais plutôt côte à côte. C'est la création de l'espace Schengen depuis 1985, qui lui aussi propose une défense des frontières extérieures de l'Europe. Alors certains pays ne font pas partie de l'Union européenne, comme par exemple la Suède, mais font partie de l'espace Schengen. Enfin, il y a d'autres défis. Certains États jugent que l'Europe est trop technocratique, que les gens qui sont élus à Bruxelles ne connaissent pas les réalités de terrain. Bon, les normes européennes qui envahissent chaque jour les ressortissants des pays membres. Je vous rappelle par exemple, il suffit de prendre par curiosité la directive européenne sur les œufs, ou dans les cantines scolaires, où de tel âge à tel âge, certains élèves ne doivent manger un œuf, un quart d'œuf, ou 2 œufs, ou 3 œufs. Enfin, ça devient ridicule. Dans les normes européennes, notamment pour l'assainissement des fossés. La colère des agriculteurs est une juste revendication contre ces normes européennes qui les étouffent et qui les empêchent de pratiquer ce qu'on appelait autrefois le bon sens. Enfin, regardez ici le général de Gaulle, qui déjà à l'époque s'indignait d'une trop grande Union européenne. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme Sa un phrase cabaret célèbre. en Le disant général de Gaulle était un homme réaliste, avec une formule bien à lui. Je veux bien trinquer, mais je veux boire dans mon verre. Donc vous voyez, c'est tous les défis qui se posent à l'Europe. Faire une Europe plus proche des gens
empêcher certains États comme la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, proposer de nouvelles perspectives d'avenir et enfin, surtout, rester un espace de démocratie. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la clé d'histoire.